Bonsoir. Bonjour, vous pensez être au complet? On peut commencer? C'est vrai que 8h du matin, c'est un peu tôt peut-être pour certains. Non. Donc je m'appelle Frédéric Bonnet Di Meglio. Je suis responsable de l'unité des déformations du pied du nouveau-né à Palavas. Pour ceux qui sont venus en stage, ils connaissent la vue de notre bureau, qui est une des plus jolies vues. Peut-être c'est un des plus beaux bureaux du monde, je pense, parce qu'on est très privilégiés. Et donc on s'occupe de toutes les déformations du pied du nouveau-né. Et je vais vous présenter aujourd'hui cette prise en charge précoce, parce que les bébés qu'on reçoit ont souvent 3-4 jours seulement pour leur prise en charge. Donc nous sommes une équipe de kinés formés à ce traitement, on est une dizaine. Donc il y a Marion Antonietti, Catherine, Flore, Isabelle, Alicia, etc. Je vais vous montrer les différentes phases de la prise en charge. Afin qu'on puisse atteindre nos objectifs, on doit d'abord former les professionnels de santé, dont vous faites partie. Après, il y aura un passage sur l'information des familles, sur une déformation du pied. Et on vous montrera également l'organisation dans notre équipe. Donc la formation des professionnels de santé, c'est tout le corps médical et paramédical. On a une implication professionnelle puisque dans le service, on est expert auprès de la haute autorité en santé. Et comme ça, on peut défendre notre prise en charge thérapeutique. Moi, personnellement, je suis la secrétaire générale du Conseil de l'ordre des kinés. Ça permet de défendre la profession. Donc, je suis chargée de cours à l'Institut de formation des kinés et je suis chargée d'enseignement au sein des maternités aussi pour pouvoir former tout le personnel qui gravite autour de la naissance. Donc, on forme également les kinés de proximité au sein de l'Institut Saint-Pierre. Et cette année, il va y avoir même un DPC pour les kinés qui souhaitent avoir une formation validante. Alors, la question à se poser quand on voit un bébé qui vous semble avoir une déformation du pied, c'est à quel moment il faut l'adresser à des spécialistes. Alors, en effet, devant toute découverte anténatale, c'est-à-dire aux échographies anténatales, on peut voir un pied qui n'est pas correctement positionné par rapport à un pied normal. Et devant tout déficit d'amplitude articulaire lors d'un examen clinique, donc bien entendu à la naissance, on doit envoyer ce bébé dans une unité spécialisée pour avis. Et à ce moment-là, vous serez sûr de ne pas essayer de faire un traitement de votre côté et vous risquez de faire perdre du temps à ce bébé. Les premiers jours sont extrêmement importants. Vous allez comprendre pourquoi. Donc dans le bilan clinique, on va évaluer les différents paramètres de déformation du pied, ce qui va nous permettre d'évaluer la sévérité de la déformation. Donc vous avez un pied, je dois pouvoir revenir, voilà, ça c'est un pied beau varus-équin qui est dans une déformation tridimensionnelle en inversion ici. Donc vous prenez ce petit pied dans vos mains et vous essayez de le redresser. Vous voyez ici, on est bloqué sur la dérotation du bloc calcanéo-pédieux. Donc on peut se dire qu'il y a des rétractions qui ne sont pas que musculaires, hein. C'est ligamentaire, c'est capsulaire, c'est un ensemble de rétractions au niveau de la cheville du pied. De la cheville et du pied. Donc on va tester aussi les rotations des rotations. Donc vous pouvez avoir un pied qui est très en rotation externe et en éversion. Donc vous essayez de le remettre plutôt dans l'axe en inversion. Vous allez tester l'équin. Donc vous voyez sur ce pied qui est quand même très déformé avec des plis qui sont significatifs de rétraction. Vous voyez que quand j'essaye de le redresser, je suis complètement bloquée, je n'arrive pas à remonter le pied vers la flexion dorsale. Par contre, sur un pied qui est
en pied calcanéus. On va détailler après les différentes déformations, mais le pied est coincé un petit peu vers le haut ici. Et on va tester la flexion plantaire. Ici, vous voyez, on a très peu de flexion plantaire. Donc on a des rétractions au niveau des releveurs, tibial antérieur ou des muscles divers et variés. Le varus de l'arrière-pied. Donc vous regardez le pied par l'arrière, vous voyez là c'est toujours un pied beau qui est extrêmement déformé. Et quand vous essayez de le redresser, vous voyez, vous n'arrivez pas à mettre la plante du pied de façon plantigrade. On garde un varus qui est irréductible là. Sur un valgus de l'arrière-pied, au contraire, vous allez essayer de le mettre en varus pour déterminer ses rétractions. Sur l'adduction du médio-pied par rapport à l'arrière-pied, vous voyez qu'ici on garde un pli interne qui nous empêche, si vous prenez vraiment l'axe du calca et l'axe des métas, vous voyez qu'on n'arrive pas du tout à remettre les métas dans la direction du calca. Et vous voyez ici que même au niveau cutané, vous avez une rétraction qui vous empêche de remettre le pied en bonne position. Et là, c'est un pied qui est plutôt en abduction au niveau du médio-pied. Et donc, on doit essayer de le remettre en bonne position également. Donc, nous, quand un bébé arrive à l'Institut, chaque pied est photographié en position spontanée et en position corrigée. On fait un bilan qui est assez régulier. On fait ce bilan donc à l'arrivée, généralement c'est à la naissance, enfin à 3-4 jours. On le refait à 1 mois de vie, après 1 mois de traitement, à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Donc on a une évolution dans chaque dossier de la morphologie du pied, toujours en position naturelle et en position corrigée. Donc on va énumérer les différentes déformations. On parle bien de déformation, pas de malformation. Malformation, on pourrait en faire une communication complète aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc la déformation du pied à la naissance concerne près de 20 000 enfants. Est-ce que vous savez combien de naissances il y a chaque année en France? Vous avez une idée? Personne. On a 800 000 naissances chaque année en France. Donc on retrouve des métatarsus varus ou adductus. Donc vous avez l'axe du calca ici et l'axe des métas et les orteils qui suivent. Vous avez le pied supinatus. Et vous verrez la différence tout à l'heure entre un pied supinatus et un pied bovarus équin. Le pied calcaneus, on l'appelait autrefois le pied de talus. Mais cette dénomination a été abandonnée du fait de la nomenclature qui a changé, parce que le talus, vous savez que c'est l'astragale. Donc un pied de talus, ça ne voulait pas dire grand-chose par rapport à l'os talus. En fait, quand on parlait de pied de talus, ça voulait dire que le talon était proéminent en avant. Donc on parle plutôt d'un pied calcaneus actuellement. Vous avez le pied convexe, qui est un pied extrêmement compliqué, dont on va parler. Et le pied bovarus équin qui fera l'objet de toute notre attention sur ce cours. Vous voyez qu'entre le pied supinatus et le pied bovarus équin, vous avez une forme initiale qui est très similaire. On va voir comment ils se différencient un peu plus loin. Donc on va d'abord essayer d'évaluer le pied métatarsus varus. Donc c'est une attitude en adduction de l'avant-pied. Donc ce sont au niveau des métas que nous allons avoir une adduction. En fait, le pied, il faut penser qu'il est divisé en 3 parties, et pas en 2 parties. Souvent, on parle d'avant-pied, d'arrière-pied. Et en fait, vous avez un avant-pied, un médio-pied et un arrière-pied. Le médio-pied, il est situé, je pense que vous connaissez l'anatomie, entre l'articulation de Chopard et de l'isfranc. C'est ça, le médio-pied. Donc, dans le métatarsus adductus, c'est au niveau des métas qu'on va avoir une adduction. Donc au niveau de l'articulation de l'isfranc. Donc ça concerne environ 30 pour 1000 naissances. Et on va contenir ces petits pieds en faisant des mobilisations qui vont essayer de réaligner le premier rayon et en essayant de ne pas créer d'autres déformations. Le pied du nouveau-né est extrêmement fragile et selon vos manipulations, vous pouvez entraîner d'autres déformations. Donc il faut bien connaître l'anatomie du pied. Même si l'anatomie du pied du bébé vous semble un peu
vaseuse, parce que quand vous faites une radiologie d'un pied de bébé, vous ne voyez à peu près rien, puisqu'on n'a que les centres d'ossification qui se voient à la radio, et vous ne voyez pas du tout les cartilages de croissance. Mais quand on dépaisse en anatomie un pied de bébé, il a exactement les mêmes os qu'un pied adulte, parce que c'est cartilagineux, donc radiotransparent. Donc on a sur le pied métatarsus varus, vous entendrez parler de la classification de Blake. Donc ce sont des classifications qui sont faciles d'accès et qui dépendent de la réductibilité du pied par rapport à l'axe global du pied. Donc vous avez le pied normal, il est rectiligne, et quand vous mettez l'avant-pied en abduction, vous arrivez à dépasser l'axe du pied en lui-même. Une déformation légère, c'est que vous n'arrivez pas à dépasser correctement l'axe du pied, parce qu'on a une vingtaine de degrés ici, là on en aura une dizaine de degrés. Une déformation modérée, c'est que vous n'arriverez pas à le corriger au-delà de l'axe de l'ensemble du pied. Et la déformation sévère, c'est quand votre pied est très en dedans et que vous n'arrivez même pas à atteindre la rectitude. Sur l'évaluation du pied supinatus, donc c'est un pied qui est assez facile. Il est nommé aussi pied varus. C'est une attitude en supination de l'ensemble du bloc calcanéopédieux avec une course articulaire de la cheville qui est normale. Donc quand vous redressez ce pied, vous voyez, vous le remettez dans une position normale, que ce soit sur la face comme sur le profil. Là, vous pouvez vous dire, oh là là, il y a un équin avec des plis postérieurs qui semble signer quelques rétractions, et en fait, quand vous le manipulez, vous voyez qu'il n'y a absolument rien. Donc ça concerne 10 pour 1000 naissances, et on va manipuler quand même en dérotation, en éversion et en flexion dorsale le pied. On va faire des petites résines, mais sur le premier mois de vie, on doit régler le problème de ce bébé. Après, il y a juste une petite surveillance à 6 mois, puis à la marche. On va voir ce qu'est le pied calcaneus. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est parfois dénommé un pied talus. C'est une attitude en dorsiflexion avec une limitation de la flexion plantaire. Il peut être associé avec un valgus du bloc calcanéopédieux. Donc, ici, c'est un pied calcaneus valgus, parce que vous pouvez avoir des pieds calcaneus directs, donc sans éversion au niveau du pied. Donc, ça représente 0,5 pour 1000 naissances. Et la rééducation va consister à ramener le pied vers en bas, en dedans et en flexion plantaire. Si vous voulez, on va essayer de le remettre dans une position comme un pied supinatus, comme un pied beau. Et toutes ces corrections vont se faire au moyen de manipulation, de bandages et de petites résines, qu'on verra un peu plus tard. Alors le pied convexe, c'est un monde compliqué. On a une déformation avec une luxation dorsale de l'articulation médiotarsienne, notamment de la talonaviculaire, et qui est plus ou moins associée à un équin calcanéen. C'est-à-dire que vous avez un calca qui est ascensionné en arrière ici, parce que vous avez un tendon d'Achille qui tire le calca vers le haut, et en même temps vous avez un tibial rente et des releveurs qui tirent l'avant du pied vers le haut. Donc on a un pied qui ressemble à une espèce de pilon. Heureusement, c'est d'apparition exceptionnelle parce que c'est très compliqué à manipuler. Chaque fois que vous essayez de tirer sur le calca pour étirer le tendon d'Achille, obligatoirement vous pliez le pied dans le médio-pied. Et en fait, il faut essayer de remettre le pied en pied creux avant de tirer vers le pied vers la flexion dorsale. Et je peux vous assurer que c'est pas simple. Donc on ne doit pas forcer sur le talus. Je ne sais pas si vous connaissez les radios du pied qui sont normales. Vous avez un calca et un talus. Ici, vous voyez, c'est juste le centre de l'os, c'est le noyau d'ossification que l'on voit sur ce bébé. Donc le calca, normalement, la partie postérieure est plus basse que la partie antérieure. Quand vous voyez un calca qui est ainsi, vous pouvez dire qu'il y a un équin calcanéen. Alors que quand vous regardez la forme du pied, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'équin. Vous voyez qu'on a le tibial péroné ici et le pied qui est à peu près à 90 degrés.
Mais radiologiquement, vous avez un équin calcanéen. C'est là où on peut montrer que vous avez un fléchissement ici dans le médio-pied, avec un cuboïde ici qui est vraiment en bas et qui va être... il devra être corrigé, donc parce qu'on doit remonter cette partie-là et abaisser celle-ci. Et vous voyez la verticalité du talus ici. Le talus, normalement, il est un petit peu penché vers en avant, comme ça, mais pas du tout vertical. Donc la classification des pieds convexes se fait de façon radiologique obligatoirement, pour dire s'il est plus ou moins sévère. Ça, c'est un pied convexe très sévère. Donc le cas particulier du pied beau varus-équin, donc c'est une pathologie qui représente 90% de notre activité parce que on doit les suivre de façon extrêmement précise sur les 3 premiers mois de vie. Ils sont, quelle que soit la méthode utilisée pour s'occuper de ces bébés, quel que soit le centre dans lequel vous vous trouvez en France, les 3 premiers mois de la vie se passent toujours dans des centres spécialisés. Ça ne peut pas se passer chez un kiné libéral. Le kiné en libéral va le récupérer après. Donc la définition, c'est une déformation tridimensionnelle en inversion qui associe une adduction de la soutalienne, une adduction du médiotarse, un varus de l'arrière-pied et un équin. Ça, c'est la définition de la Haute Autorité en Santé, qui est commune au niveau international. Tout le monde parle de la même chose. Il y a une classification qui a été mise au point il y a de nombreuses années avec le professeur Dimiglio et le professeur Ben Sahel. Et c'est une classification qui est adoptée actuellement au niveau international pour donner une cotation au pied. Alors ça sert à quoi de classer un pied? Ça sert dans les conférences où on présente nos résultats, on va essayer de parler de la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler uniquement des pieds qui sont faciles dans la classification, on parle plutôt des pieds qui sont compliqués, donc qui ont des notes plus ou moins élevées, plutôt élevées en tout cas. En tout cas, c'est une note sur 20 points et qui va tenir compte de la réductibilité du pied. Ça veut dire que c'est pas parce qu'un pied est extrêmement tourné, tordu, qu'il est sévère. Vous avez bien compris que tout ça dépend de la réductibilité du pied. Donc on va tester la réductibilité du médio-pied par rapport à l'arrière-pied. On va tester la réductibilité du bloc calcanéopédieux, la réductibilité du varus de l'arrière-pied et la réductibilité de l'équin. Je vais vous montrer des exemples concrets. Donc, pour vous dire que la note est de 0 à 20 points. Donc, ces 4 grands paramètres donnent des notes sur 4 points. Donc, ça nous fait 16 points. Et on va ajouter des facteurs péjoratifs que je vous montre après. Juste pour vous montrer quelque chose, c'est que, par exemple, dans l'équin, vous avez un équin majeur ici, on n'arrive pas à le réduire au-delà de 45 degrés d'équin. Il a 4 points, ce bébé, sur l'équin. Par contre, si vous arrivez à passer au-dessus de l'axe jusqu'à 20 degrés, il aura 1 point. Parce que 20 degrés de flexion dorsale chez un bébé, c'est pas normal. Un bébé peut avoir au moins 45 degrés de flexion dorsale. Donc il faut passer au moins 20 degrés pour avoir 0 point. Donc tous les paramètres sont faits de la même façon sur la réductibilité. Les points péjoratifs qui permettent de donner une note sur 20 points, c'est un point pour le pli postérieur, quand on appelle ça un sillon, généralement postérieur. Un point pour le sillon interne. On a un point pour le cavus, c'est un sillon qui est plantaire ici, sous la plante du pied. Et un point pour l'hypertonie globale du bébé. C'est vrai qu'on se retrouve avec des bébés qui sont plus ou moins toniques. Dès la naissance, on va repérer les bébés qui sont des bouts de bois et d'autres bébés qui sont extrêmement docile et laxe. Ça va être un facteur péjoratif que le bébé bout de bois qui se rouspète tout le temps. C'est plus compliqué à rééduquer. Donc ces points vont nous permettre de classer les pieds en pieds bénins, modérés, sévères ou très sévères. Donc inférieurs à 5 sur 20 sont des pieds bénins qui sont réglés généralement dans le premier mois de vie. Ils ressemblent un peu à des pieds supinatus en fait. Les pieds modérés, c'est supérieur ou égal à 5 points, inférieur à 10. Les pieds sévères, c'est supérieur ou égal à 10, inférieur à 15 sur 20. Et les pieds très sévères, c'est supérieur ou égal à 15 sur 20.
voyez, dans les très sévères, on n'en a que 20%. Donc ça fait, on a 80% de pieds qui sont faciles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop compliqués à réduire. En fait, il faut vraiment être très vigilant sur ces 20% qui sont très sévères et qui sont vraiment pas faciles. Donc là, je vais vous montrer une cotation d'un pied modéré. Vous voyez le pied qui est en rotation interne, adduction, inversion. Et quand je le redresse, j'arrive à le redresser dans l'axe. Donc sur la dérotation, il a un point, parce qu'on arrive même un peu au-delà de l'axe. Je serais arrivé juste dans l'axe, il avait 2 points. Sur l'équin, on n'a pas un équin considérable, et on arrive à le redresser également au-delà de la position de référence, du 90 degrés ou 0 degrés. Et on va lui mettre un point. Sur l'adduction, j'arrive pas à le corriger au-delà de l'axe du calcaire, donc on reste sur 2 points. Et sur le varus de l'arrière-pied, on corrige juste dans l'axe, donc il a 2 points. Après, en facteur péjoratif, il a un point pour le pli postérieur, un point pour le pli interne qui est ici. Il n'a pas de cavus, parce que vous voyez sur la plante du pied, il n'a pas de pli plantaire. Et c'est un bébé calme, donc il n'a pas de point non plus, ce qui donne une note 8 à 8 sur 20. Bon, ça c'est pas très difficile à apprendre, mais il faut bien sûr avoir des pieds de temps en temps entre vos mains pour arriver à les noter. L'idéal, c'est de venir à l'Institut Saint-Pierre quand vous avez 3 minutes et on vous montrera mieux. Donc, je vais vous montrer la classification d'un pied très sévère. Donc, vous voyez, sur la dérotation du bloc calcanéo-pédieux, j'ai 4 points parce que j'arrive pas au-delà de 45 degrés. Sur l'équin, je garde un équin extrêmement important. Il faut prendre l'axe du segment jambier et l'axe global du pied. On est à 4 points. Sur l'adduction de l'arrière-pied par rapport au médio-pied, on a 3 points. Et sur le varus de l'arrière-pied, vous voyez, on n'arrive pas du tout à le corriger, on a 4 points. Et il a un point pour le pli postérieur, un point pour le pli interne. Il n'a pas de cavus, et donc pas de pli interne, pas de pli plantaire, pardon. Et il n'était pas hypertonique, il était gentil. Donc il avait quand même 17 sur 20. 20 sur 20, c'est un pied complètement bloqué, qu'on n'arrive pas à bouger. Voilà pour les exemples de cotation. Donc le pied beau représente 1 pour 1000 naissances. Donc je vous disais, ça oui, j'aurais dû l'enlever parce que j'ai fait une conférence au kiné suisse et il fallait qu'il sache un petit peu combien de bébés naissaient en Suisse. Mais voilà, vous avez le chiffre. Nous, on a 800 000 naissances, en Suisse, il en est 86 000. Donc on a une moyenne, nous, de 800 enfants porteurs de pieds beaux. Et ils en ont 86 en Suisse. Le ratio, on a plus de garçons que de filles. On a 70% de garçons. Ce qui peut faire penser que le pied beau est quand même lié à ce qu'on appelle une hypertonie. Les filles sont plutôt sujettes à développer des pathologies liées à l'hyperlaxité. Comme les luxations de hanches. Dans les luxations de hanches à la naissance, on a 80% de filles et 20% de garçons. Et plus tard, vous avez une autre pathologie où on a beaucoup plus de filles. Vous en connaissez une ? Pas grand-chose, non. C'est sur les scolioses. On a 80% de filles dans les scolioses. Alors là, ce qui est de la latéralité, dans la moitié des cas, on se retrouve avec des formes bilatérales. Et dans l'autre moitié des cas, ces derniers temps, on avait plus de pieds droits que de pieds gauches. Mais ça varie d'une année à l'autre. C'est pas très significatif. Alors, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que il est quand même toujours compliqué pour les parents de voir que les 2 pieds sont atteints. Et pourtant, c'est plus facile pour les bébés plus tard de manager 2 pieds beaux qu'un seul. Parce que vous avez un problème de symétrie qui ne se pose pas quand vous avez une forme bilatérale. Alors que quand vous avez une forme unilatérale, il y a toujours un bon pied et un mauvais pied. Et les petits-enfants, quand ils commencent à se mettre debout, ils vont pas chercher à faire travailler le mauvais pied, donc ils vont hyper développer la bonne jambe avec le bon pied au détriment du mauvais pied. Donc vous avez une asymétrie qui malheureusement permet de voir qu'il y a un petit souci, il y a un pied qui est moins bien que l'autre. Donc les théories d'apparition, on a 3 théories
il y a très longtemps, on pensait que c'était une théorie posturale, c'est-à-dire que le bébé se coinçait, soi-disant, dans le ventre de la maman. Et c'est pour ça que son pied se déformait. Donc on sait que ça, ce n'est pas vrai. La théorie malformative, elle peut exister, mais c'est pas dans le cas des pieds beaux déformés, comme nous montrons aujourd'hui. C'est qu'il y a une malformation vraie au niveau d'un des os du pied. Donc ça, c'est à voir un peu plus tard. Le problème neurologique, c'est celui qui reste le plus vraisemblable. En fait, quand vous avez un tout petit bébé, au début de sa conception, les pieds de tous les embryons sont en équin et en varus. Et c'est à la fin du 2e mois, début du 3e mois, quand vous avez tout le système nerveux central qui se met en place et que le bébé va passer de l'état embryonnaire à l'état fœtal, que le pied doit se redresser et retrouver une position normale. C'est-à-dire que le pied est en équin et en varus et il doit se déroter et remonter vers la flexion dorsale en même temps que son genou va se plier et que sa hanche va se plier aussi. Donc vous aurez une espèce de réflexe en triple flexion dans le développement. Dans le pied beau varus équin, au niveau du pied, le pied est resté dans sa position embryonnaire, qui était donc normale dans les 2 premiers mois de grossesse, mais qui devient complètement anormale à partir du moment où, à la fin du 3e mois, il est toujours dans cette position. Donc, pour ça qu'on parle de problème neurologique, c'est qu'on a une paralysie transitoire au niveau des releveurs et des éverseurs du pied à ce moment-là. Donc, cette paralysie transitoire va définir ultérieurement la sévérité du pied. C'est-à-dire que si cette paralysie dure 1 mois, on va avoir une forme qui ne sera pas trop sévère parce que le bébé va pouvoir bouger son pied assez rapidement finalement. Mais si cette paralysie transitoire dure 6 mois, vous allez avoir des rétractions extrêmement importantes parce que le bébé se sera coincé dans une mauvaise position. Et après, en plus, en fin de grossesse, quand même, il atteint la paroi utérine et donc il ne peut pas redresser son pied correctement s'il a gardé une position en dedans pendant autant de temps. Alors ça, c'était au niveau international. Juste, est-ce que vous savez combien il y a de bébés qui naissent dans le monde? Alors, ils naissaient, bon, c'était en 2014, hein, les chiffres, ils naissaient 4,41 bébés toutes les secondes au niveau mondial. Ça fait 380 000 nouveau-nés par jour. Ça fait 11 millions de nouveau-nés par mois. Et ça nous en fait 139 millions par an. Heureusement qu'il y a des décès, pas dans les bébés, mais pour équilibrer la population, parce que on serait très nombreux. Donc si on considère qu'en moyenne, on a un pied beau pour 1000 personnes, au niveau mondial, on aurait 380 enfants pieds beaux qui naissent avec un pied beau par jour. Ça fait 11 000 par mois, 139 000 par an. Donc on a du boulot, vous voyez, même s'ils ne viennent pas tous en France, il y a quand même de quoi traiter ces pieds. Donc alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec une telle déformation à la naissance? En fait, est-ce que vous connaissez dans la croissance d'un enfant, quelle est la période de croissance où la vitesse de croissance est la plus forte? Quelqu'un a une idée? Il y a une période que tout le monde oublie, c'est la grossesse. Parce que pendant la grossesse, vous allez passer de 0 à 50 cm en 9 mois. Ce qui est considérable, ça vous arrivera plus jamais de votre vie. Et la déformation d'un bébé est liée à la quantité de croissance restante et à la vitesse de croissance. Donc c'est pour ça qu'à la naissance, on se retrouve avec une énorme déformation parce que la vitesse de croissance a été fulgurante sur 9 mois. Donc, ce que je vous disais là, on a donc 50 cm en moyenne hein, dans la croissance intra-utérine. Sur la première année de vie, on va se retrouver avec un bébé qui va prendre en moyenne toujours 25 cm, c'est-à-dire que c'est la moitié de ce qu'il aura pris pendant la grossesse. Et sur la deuxième année de vie, il va prendre entre 12 et 13 cm, qui est encore la moitié de ce qu'il avait pris sur la première année.
À, à 2 ans, il est vrai qu'on fait à peu près, à 2-3 cm près, la moitié de sa taille finale. Ça paraît assez étonnant parce qu'on voyait un petit gamin de 2 ans, c'est quand même petit. Mais ça mesure entre 80 et 90 cm. Si vous multipliez par 2, ça fait 1m60 ou 1m80. Donc bien sûr, s'il fait 1 mètre à 2 ans, c'est qu'il va être bien grand, quoi. Et il y en a de temps en temps. Donc la période intra-utérine, vous voyez, c'est 5,5 cm par mois en moyenne. Et c'est à cause de ça qu'on a des déformations vraiment importantes. Alors, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé au cours des siècles sur une diapo, sur les déformations. Alors, on n'a pas inventé grand-chose de nos jours, parce que vous voyez Hippocrate, qui est quand même d'une époque un peu ancienne, puisque c'est 400 ans avant Jésus-Christ. Il disait lui-même que le pied-bot était curable dans la majorité des cas, que le mieux c'était de traiter cette lésion le plus tôt possible avant qu'il ne devienne une atrophie prononcée. Et il parle bien de le manipuler et de le mettre dans des contentions, des sabots, on appelait ça à l'époque, pour corriger la déformation. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Après, on a Ambroise Paré qui a mis au point des bottines correctrices. Chez Selden, c'était un chirurgien suisse qui redresse le pied avec des bandages. Alors à cette époque-là, les bandages, le plâtre n'existait pas. Et on prenait des bandelettes, on les trempait dans du blanc d'œuf et de la farine. Et on mettait ça sur le pied, le segment jambier du bébé, et on attendait que ça sèche pour faire une sorte de plâtre. C'est une technique qu'on a utilisée pour les kinés sans frontières quand ils partent dans des pays où il y a à peu près rien. C'est sûr que vous ne trouverez ni plâtre, ni résine, bien entendu. Et vous devez faire un petit peu des bandages de cet ordre-là. Donc Venel, c'est un Suisse aussi qui a mis au point des instruments épouvantables avec des grands bras de levier pour redresser les pieds. Vous avez ces chaussures-là qui ont été mises en place par Scarpa, qui était italien, qui redressait le pied progressivement. Donc c'était du cuir et du fer. Callot, qui est un chirurgien qui a sévi au début du XXe siècle, et qui était pour le redressement forcé, on va le voir juste après. Voilà les machines de redressement. Vous voyez comment j'espère que l'anesthésie existait à cette époque-là. Parce que pour redresser le pied en force comme ça, ça devait être quand même plutôt douloureux. Et c'est pas sur des bébés, vous remarquez que la taille du pied est quand même un peu plus importante. Après, on a eu les attelles de Dennis Brown, qui sont toujours actuelles, puisqu'elles sont utilisées dans la méthode de Ponseti. Vous verrez les différentes méthodes après. Donc, ce sont des petits chaussons qui sont reliés par une barre ici, qu'on ne voit pas très bien. Donc, ça met les pieds en rotation externe. Bon, les genoux en prennent aussi beaucoup dans la rotation externe. Mais c'est assez intéressant quand vous êtes dans des pays où il n'y a pas de rééducation. Ça, c'est la méthode de redressement forcé. Vous voyez, on mettait le pied sur un billot en bois et on appuyait toutes ses forces sur les 2 extrémités du pied pour le redresser. Alors, bien entendu, ça crée des dégâts considérables. Donc, Jean-François Callot, qui préconisait cette rééducation, dit dans son bouquin qu'il y a 2 méthodes rivales avec lesquelles on peut réussir le traitement des déformations du pied du nouveau-né. Premièrement, les manipulations quotidiennes. Alors, il explique que c'est une méthode qui est impossible, car personne ne peut voir son malade plusieurs fois par semaine sur la première année pour lui manipuler le pied et le replacer dans un appareil de contention. C'est pourtant ce qu'on fait, nous, actuellement. Mais à cette époque-là, au début du XXe siècle, c'était compliqué et pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il préconisait la méthode de redressement forcé. Et voyez ce qu'il dit, ne craignez pas de briser le pied. Faites au contraire comme si vous vouliez le briser, vous n'y arriverez pas. Appuyez donc de toutes vos forces et pressez systématiquement aussi vigoureusement que vous le pourrez jusqu'à ce que le pied ne fasse plus ressort. Donc, ils explosaient le pied, quoi, en quelque sorte. Donc, actuellement,
la prise en charge des déformations est divisée en deux grandes parties. Il y a le traitement conservateur et le traitement chirurgical. Et c'est dans le traitement conservateur qu'on va se retrouver avec 3 méthodes différentes. Donc, ces 3 méthodes sont, premièrement, alors je mets en premier, c'est la méthode Ponseti. C'est pas celle que nous utilisons, mais c'est celle qui est la plus répandue au niveau international. Donc, il n'y a pas de rééducation, vous verrez. Il y a de 0 à 3 mois des plâtres cruropédieux, de 3 mois à la verticalisation, les attelles de Denise Brown jour et nuit, c'est celle que je vous ai montré, les petits chaussons avec la barre. Et jusqu'à l'âge de 4 ans, des attelles de Denise Brown la nuit. Et toujours des chaussures correctrices pour la journée. C'est opposé à cette méthode, la French Method, c'était sur Paris avec le professeur Ben Sahel, qui lui préconisait plutôt des mobilisations et pas de contention rigide. Il prétendait que le bébé allait se défendre contre des contentions rigides, comme des plâtres ou des attelles en résine. Et donc il se renforcerait dans la mauvaise position. C'était pas tout à fait juste. Donc ces enfants avaient une attelle postérieure de nuit ou quelquefois les attelles de Denise Brown à partir de l'âge de 2 ans. Donc en résumé, la méthode Ponseti, beaucoup de contention et pas de mobilisation. Donc voilà les plâtres cruropédieux, à quoi ils ressemblent. La méthode fonctionnelle, beaucoup de mobilisation et pas de contention. Donc c'était vraiment l'inverse. Et on se retrouvait avec des petites plaquettes en dessous, des bandages simples. Et qui, dans les formes simples, ça marchait pas trop mal, mais dans les formes sévères, c'était quand même pas suffisant. Nous, on est arrivé dans ce monde-là, il y a 30 ans, où il n'y avait que ces 2 méthodes. Et à Palavas, on a eu la chance de pouvoir mettre au point une méthode mixte qui prenait ce qu'il y avait de bon dans les contentions rigides et ce qu'il y avait de bon dans la méthode fonctionnelle, puisque quand même, on est kiné, il ne faut pas oublier qu'on est quand même plutôt dans la manipulation. Alors, ce sera la méthode mixte. Juste une chose, dans la méthode Ponseti, il faut savoir que lui, il n'avait comme notion de rééducation que la rééducation forcée de Jean-François Callot. Donc en effet, c'était nocif, la rééducation de cette sorte-là. Et ce monsieur a vécu très longtemps et n'a pas évolué par rapport à la rééducation. En fait, quand toute votre vie vous défendez une idée, comme quoi la rééducation est nocive, vous pouvez pas. Il est venu à Saint-Pierre, à Palavas, il est venu 3 fois pour voir ce qu'on fabriquait, parce que ça le perturbait beaucoup qu'on rééduque les bébés, qu'on fasse des mobilisations, puisque lui disait que c'était nocif, et il a été très étonné de voir qu'on avait de très jolis résultats. Mais il est resté sur son idée que la rééducation, bon, à Palavas on la faisait bien, mais généralement c'était nocif. C'est-à-dire qu'il était, il avait 85 ans quand il est venu à Palavas. Et je pense qu'il était trop psychorigide à ce moment-là, parce que je pense qu'à cet âge-là, vous ne pouvez pas changer complètement tout ce que vous avez dit toute votre vie. Donc il nous a félicités, mais il est resté sur ses positions en disant que la rééducation était nocive. Sa philosophie, c'est qu'une articulation raide ne peut que s'enraidir si on la manipule. Donc j'espère que vous apprenez autre chose à l'école de kiné, parce que vous verrez même dans la pratique que c'est complètement faux. Il faut mobiliser et vous pouvez en effet redonner une souplesse à une articulation si vous vous en occupez correctement. Bien sûr, si vous asseyez sur le pied, vous allez l'abîmer, mais en douceur, ça se passe très bien. Donc notre méthode a été faite pour en finir avec les contentions trop lourdes et trop contraignantes que représentaient les plâtres cruropédieux. On s'est inspiré quand même, c'est paradoxal parce que la philosophie de Ponseti, dans sa façon de redresser un pied, c'est exactement les manipulations que l'on fait, nous, en rééducation. Il explique comment redresser le pied sans jamais faire de pronation, garder du varus, commencer par la dérotation du bloc calcanéose. Il a une description de la rééducation qui est parfaite. Et c'est étonnant puisqu'il n'en fait pas. Mais donc on s'inspire de sa description pour faire nos techniques de manipulation. Pour les bandages, on était monté sur Paris pour voir un peu comment ils faisaient. Et nous, on a mis en place quand même des bandages sans petite semelle sous la plante du pied. La semelle sous la plante du pied nous paraissait paradoxale. Un pied n'est pas un pied plat. On a des arches
On a une arche interne, une arche plantaire, une arche externe sur un pied. Et quand vous le collez à une plaque, vous allez avoir tendance à le rendre plat. Donc on a enlevé cette petite plaque en fer et on a fabriqué des petits bandages qui vont creuser les voûtes, et vous allez le voir un peu plus tard. Et ces bandages, on a eu l'idée de faire une botte en résine par-dessus le bandage. On avait pour idée de rigidifier un peu ce bandage, parce que sur des enfants extrêmement compliqués et bout de bois, comme je vous disais tout à l'heure, il fallait arriver à lutter contre leur puissance, et la résine nous a permis de bien maintenir des corrections, tout en laissant libre le genou. On a associé également donc les mobilisations, ceux qui sont un type de posture d'étirement. On avait une petite machine Kinetec qu'on utilise beaucoup moins. On l'a utilisée comme référence pendant une dizaine d'années. Et petit à petit, c'est devenu de plus en plus compliqué pour les familles de mettre ça en place. En fait, en 30 ans, on a changé de génération de parents. Et il y a 30 ans, c'est vrai, les parents, vous leur dites on fait ça, 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 ça. Et ils disaient ok, on fait ça, 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 ça. Actuellement, les parents, les jeunes parents que nous avons, ils marchandent. Ils habitent à Montpellier, on leur dit il va falloir venir 3 fois par semaine, là au moins sur le premier mois. Et puis, ça va pas être possible, ça, on est trop loin. Donc il a fallu s'adapter aux parents. C'est peut-être notre avantage, c'est d'avoir cette flexibilité, nous, vis-à-vis des parents. Dans la méthode Ponseti, il n'y a aucune flexibilité. Ou vous vous adaptez ou vous êtes largué. Donc ça, c'est nos petits bandages et notre attelle en résine qui permet de laisser libre le genou. On va voir la confection un petit peu plus tard. Donc pour la prise en charge des déformations les plus sévères, alors on parle des pieds beaux ou on peut parler aussi des pieds convexes qui sont des déformations sévères. On va avoir 4 grandes périodes. C'est avant l'âge de 3 mois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours dans des centres spécialisés. Après l'âge de 3 mois, on les voit de moins en moins souvent par rapport à la croissance du pied. Et ils sont pris en charge en revanche par des kinés dans le secteur libéral. C'est là que les kinés doivent savoir manipuler et refaire le bandage. Mais quand le pied arrive chez le kiné vers l'âge de 3 mois, généralement, il est quand même dans l'axe. Ils doivent travailler essentiellement un peu plus la dérotation du bloc calcanéopédieux et le gain en flexion dorsale et en flexion plantaire. C'est assez simple comme manipulation. Mais il faut refaire un petit bandage derrière et remettre en place la petite botte en résine qui est découpée en bivalve et qui a des velcro. Mais ça, la petite botte en résine, c'est que nous qui la faisons. C'est un peu compliqué à fabriquer et c'est pas la peine que les kinés en libéral s'enquiquinent à le faire. Donc vous voyez, avant l'âge de 3 mois, sur 1 à 2 heures de mobilisation, ça dépend le nombre de pieds pour le bébé. Le bébé reste 2 heures s'il a 2 pieds et 1 heure s'il a qu'un pied. On fait des contentions élastiques, on met la botte en résine et c'est à la fin du 3e mois qu'on décide de faire une mini-chirurgie, c'est une théotomie percutanée du tendon d'Achille qu'on verra tout à l'heure et qui est une aide au traitement conservateur. Alors pour tous les parents, on a opéré le pied de mon bébé, alors que par les chirurgiens et par les équipes au niveau international, ce n'est pas considéré comme une intervention chirurgicale. La théotomie d'Achille, c'est juste une aide au traitement conservateur. Dans la méthode Ponseti, la théotomie d'Achille est systématique à l'âge de 3 mois. Et il dit qu'il n'opère pas les pieds. Donc pour vous donner l'état d'esprit de la théotomie d'Achille, c'est vraiment une aide. Donc après l'âge de 3 mois, les mobilisations diminuent au niveau de temps parce qu'un kiné ne peut pas garder un bébé plus de 30 minutes. Une rééducation de pied, c'est un AMC 7,5 je crois. Je crois que ça rapporte 16 € ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas pouvoir le garder 2 heures. C'est pas possible. Et donc il le prend entre 1 et 3 fois par semaine. Ça dépend des venues sur l'institut. Il doit refaire les contentions élastiques et il doit remettre en place l'attelle postérieure. À la verticalisation, on va diminuer la prise en charge kiné. Et le bébé aura une attelle postérieure juste la sieste et la nuit. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir s'il y a vraiment des défauts qui persistent, s'il faut faire une vraie chirurgie du pied. Et la surveillance va se faire jusqu'à la fin de la croissance du pied. Donc pour les filles, la fin de la croissance du pied, c'est environ 13 ans d'âge osseux. Et les garçons, c'est environ 15 ans d'âge osseux. Donc on les voit qu'une fois par an
en consultation pluridisciplinaire, donc avec les médecins MPR, les médecins de médecine physique et rééducation, les chirurgiens, les kinés, les appareilleurs, éventuellement un podologue, si c'est nécessaire. Les podologues, c'est vrai qu'on en interpelle que très rarement. C'est s'il y a vraiment des douleurs qui sont indiquées par le petit enfant. Donc le traitement des déformations, vous avez un petit peu compris que ça doit être quelque chose de doux. On doit essayer de faire ça sur des bébés endormis ou un peu calmes si possible. Si vous venez dans notre service, vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Donc on va faire des mobilisations passives, ce sont des postures d'étirement. Les mobilisations actives, vous verrez que c'est plutôt les parents qui s'en occupent dans cette période des 3 premiers mois. On va mettre en place les contentions élastiques et les contentions rigides. Donc tout ça doit être pratiqué avec délicatesse et suivant un ordre très précis. Mais oui, je disais, on a des bébés qui sont vraiment des diables et c'est pas toujours évident. Donc dans la kiné, s'il y a une chose que vous devez retenir dans la manipulation d'un pied beau ou d'un pied varus ou même à peu près toutes les déformations, il ne faut jamais faire de pronation. Donc ça, c'est vraiment la règle de base. Au tout début, on respecte donc le varus, l'équin, et on essaye de respecter bien sûr les différentes arches du pied. Et on va réaligner la colonne interne et la colonne externe. Donc la pronation, vous voyez, interdite, c'est ce mouvement où on va twister le pied au niveau du médio-pied. Alors pourquoi c'est interdit? C'est parce que quand vous avez de vraies rétractions au niveau du calca et au niveau du tendon d'Achille, le tendon d'Achille va tirer le calca vers le haut et en varus en plus. Et quand vous avez des rétractions vraiment importantes, à partir du moment où vous allez essayer de redresser le pied en faisant une pronation, le calca, lui, il va pas bouger. Il reste en varus. Et c'est pour ça que vous allez tordre le pied dans le médio-pied, ce qui est une erreur monumentale parce que vous allez créer un pied creux et créer des déformations qui seront compliquées à résoudre après. Donc on va éviter de forcer les arches parce que vous voyez, on ne doit absolument pas aplatir le pied comme ça. Donc ce petit plan ici qui est plat ressemble à la plaquette qu'on mettait dans la méthode fonctionnelle. Et donc ça ne donnait aucune chance au calca de descendre au niveau de la partie postérieure. Et ça ne donnait aucune chance aux arches de rester creusées. Donc c'est pour ça que nous, on a complètement enlevé l'idée de mettre une plaquette dessous. Donc on va essayer de redresser le pied et de recréer une divergence talo-calcanéenne qui de face doit faire à peu près 35 degrés. Dans le pied beau varus équin, la divergence talo-calcanéenne est nulle. Donc vous avez 2 nœuds, ici c'est le nœud antéro-interne et ici le nœud postéro-externe. Ici, c'est le naviculaire qui est venu se coller à la malléole interne, en avant. Et en arrière, vous avez le calca qui est venu se coller à la fibula. Vous voyez, ici, c'est une grosse rétraction en arrière. Donc, dans la dérotation du bloc calcanéo-pédieux, on va essayer de redresser tout ça. Donc, les divergences... Ici, vous voyez le talus, si je devrais le faire, d'ailleurs, si je crée une divergence ici, et le calca, vous voyez, ils sont parallèles. Alors que dans le pied normal, le calca, il doit regarder vers le 4e, 5e rayon, et le talus vers le 1er. C'est ça que vous devez recréer à tout prix dans la mobilisation du pied. Donc, et en dernier, on corrige l'équin, en respectant les différentes arches. La correction de l'équin, il va falloir résister à la tentation de pousser en avant du pied, parce que si vous poussez à ce niveau-là, vous allez fléchir le pied dans le médio-pied. La correction de l'équin, c'est un peu frustrant quand on manipule un bébé, parce que c'est extrêmement étroit, cette partie-là. Vous essayez de tirer le calca vers en bas, et la partie postérieure, et vous essayez de pousser la partie antérieure vers le haut. Et si vous avez... on va dire 2 cm entre l'arrière et l'avant, c'est vraiment le maximum. Le pied d'un bébé, ça mesure 7 cm à peu près. Donc vous avez un bras de levier qui est très faible, donc vous avez vraiment l'impression de ne pas faire grand chose quand vous manipulez
la flexion dorsale. Mais tant pis, il vaut mieux. C'est pas obtenir de la flexion dorsale à tout prix sur un bébé. C'est pas à tout prix. C'est pas en démontant le médio-pied. Donc la Kinetec, je vous le montre juste par curiosité, c'était une petite machine de mobilisation passive. Vous connaissez peut-être les Kinetec de genoux ou de coude. Donc on en a inventé une. On a travaillé avec Kinetec pour inventer une Kinetec pour pied. En fait, c'était un ingénieur de chez Kinetec qui avait eu un bébé avec un pied beau et qui s'était dit je vais inventer une machine pour rééduquer le pied beau. Donc c'est une machine qui permettait de mobiliser beaucoup le pied et d'avoir de très jolis résultats. Mais à elle seule, elle résolvait pas du tout le problème quand même. Il faut quand même faire les attelles rigides et des manipulations avec les mains du kiné et pas à travers une machine. Donc ça, petit à petit, on l'a abandonné. On la met en place que sur des bébés qui habitent très loin, qui veulent absolument rester en hospice complète à l'institut. C'est possible aussi. Si on en a 2 par an, ou 1 ou 2 par an, actuellement, c'est le maximum. Donc, je vous parlais des mobilisations actives et je vous disais qu'au départ, c'est le rôle des parents. Donc, il faut absolument que les parents gratouillent le pied au niveau du 5e orteil, au niveau du bord externe. Et même quand le bébé a un bandage et une petite résine, on a toujours accès à tous les orteils et on leur demande de beaucoup gratouiller les orteils. On a une faiblesse et un déséquilibre considérable entre les releveurs et les abaisseurs du pied. Tout ce qui amène le pied vers en bas, en dedans, est extrêmement puissant dans le pied beau, alors que tout ce qui amène le pied en haut et en dehors est extrêmement faible. Donc, c'est pas question de dire à chaque change du bébé, vous gratouillez le pied, parce que c'est trop peu, finalement. Même si vous changez votre bébé 10 fois par jour, si vous le gratouillez 5 secondes, ça sert à rien. Par contre, on leur demande de les gratouiller tout le long des tétés, plutôt. Donc, pendant la tétée, que ce soit au biberon ou au sein, faut que ça devienne machinal pour la maman de gratouiller les orteils de son bébé. Une tétée, au minimum, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Donc si il tète toutes les 3 heures, ça lui fait quand même pas mal de mobilisations actives à ce moment-là, qui sont efficaces. Alors les contentions, on disait que ce sont des gestes d'une haute précision. Et en effet, quand on fait un bandage, quand on fabrique une botte en résine, ou comme vous faites un plâtre cruropédieux dans la méthode Ponseti, ça s'invente pas, ça s'apprend. Nous, on voit arriver des enfants avec des plâtres de Ponseti, où Ponseti doit se retourner dans sa tombe, parce qu'il a vraiment donné des directives pour ces plâtres qui sont extrêmement judicieuses et qui ne sont pas toujours respectées. Nous, on a aussi des enfants qui arrivent avec des attelles d'autres régions en disant on fait la même méthode qu'à Montpellier ou qu'à Palavas. Et en fait, quand vous voyez arriver la tête des attelles, c'est une catastrophe. Ça ne peut pas tenir du tout un pied correctement. Donc ça s'apprend. C'est vrai que le plâtre de Ponseti, vous voyez au tout début, le pied reste très en équin et en varus. Vous voyez à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est l'évolution d'un plâtre de Ponseti au départ. Et vous voyez petit à petit comme il dérote le pied vers l'extérieur, tout en gardant le genou pris dans le plâtre. Oui. Dans le plâtre Ponseti, c'est parce que s'il ne prenait pas le genou, le bébé perd son plâtre. Parce qu'il est fabriqué sur une chaussette et du velband. Le velband, c'est un coton en rouleau. Donc le plâtre qui est fabriqué là-dessus est un peu lâche par rapport à la morphologie du bébé. Donc si le bébé secoue sa botte plâtrée, vous allez la retrouver au pied du lit. Par contre, si vous prenez le genou dedans, vous bloquez vraiment le pied et il ne peut pas glisser. Alors, moi je pense que oui, mais je suis kiné. Quand vous parlez à des chirurgiens qui font du Ponseti, ils vont vous répondre avec beaucoup d'agressivité, qui ne sont pas là pour faire plaisir aux mamans ni aux enfants, ils sont là pour être efficaces, madame. C'est le genre de discours qui fait que, bon, vous ne reposez pas la question après, parce que nous, on pense que, en effet, de laisser libre le genou, c'est beaucoup plus intéressant au niveau physiologie articulaire,
Parce que quand vous dérotez un plâtre, parce que si vous regardez bien comment il est fait, celui-là, vous voyez la racine de la cuisse ici, vous avez un genou qui est là, et vous avez cette dérotation. Moi, j'ai vu les plâtres de Ponseti avec des pieds qui, quand le segment jambier, le segment fémoral, pardon, est dans l'axe, le pied est à plus de 90 degrés vers l'arrière, ce qui, physiologiquement parlant, n'est pas possible. Votre dérotation au niveau de la cheville ne peut pas atteindre 90 degrés et encore moins au-delà. Ce qui veut dire que la dérotation se passe dans le genou, en grande partie. Et c'est là où moi je trouve que c'est nocif de prendre un genou dans un plâtre. Et un genou de bébé est extrêmement laxe. Tant que le bébé s'est pas mis debout, il n'a aucun maintien de son genou, les ligaments, les croisés, tout ça, ça fonctionne pas vraiment bien. Donc le genou est extrêmement laxe. Donc c'est pour ça que nous on ne prend pas le genou. Vous allez voir comment on fait. Alors c'est vrai que je vous répète 25 000 fois des rotations, mais pas de pronation. Vous voyez comme le pied reste plantigrade ici sur le dernier plâtre. Ici il était en adduction en position de varus, et petit à petit il devient plantigrade, mais il ne part jamais en éversion. Ça, c'est vraiment le secret pour redresser un pied beau. Les attelles unibars, c'est ce que dans la méthode Ponseti on met après les plâtres. Donc il y en a de différentes sortes. Ce qui ne me plaît pas dans l'attelle unibar, c'est aussi la fausse impression de correction. Sur ce pied, cet enfant-là, on a un pied normal. Alors déjà, le pied normal est obligatoirement pris dans la contention, ce qui n'est pas très sympa non plus pour le bébé. Et l'autre pied ici est mis en dérotation un peu forcée. Et ce que je voulais vous montrer après, c'est que, je reviens sur cette photo, je voulais vous montrer ce pied-là tout à l'heure. On ne voit pas les orteils, vous voyez bien qu'ici on ne les voit pas. Donc on ne sait pas très bien où est le pied dans ce chausson. Et je vais vous montrer après où est-ce qu'il est passé. Donc on a des attelles, ce que je vous disais, selon les équipes qui sont plus ou moins bien réussies. Donc ça c'est assez moche, ça aussi. Ça c'est des personnes qui disent qu'ils font la même chose que chez nous. Vous voyez une attelle, un bandage avec une attelle en résine. Ce genre de choses. Ce genre de thermoformé qui est pas terrible. Ça c'est vraiment des petites attelles qui servent pas à grand chose parce qu'elles sont très courtes. Quand vous voyez que la longueur du pied là est plus importante que la partie au niveau du segment jambier, ça ne tient pas correctement le pied, ce genre de choses. Là c'est du thermoformable aussi qui tient pas compte de la forme du talon. Donc le pied a tendance à glisser dans ce genre de choses. Ça c'est pas correct non plus parce que vous avez une plaquette, un bandage, et vous voyez ce rappel sur l'extérieur, ça va vous tirer le pied en pronation. Justement ce qu'on ne souhaite pas. Ce genre de petite résine ne tient pas très bien. Vous avez des attelles qui s'appellent les Clubax, et qui ressemblaient au plâtre de Ponseti, mais en attelle amovible. Vous avez ce genre d'attelle cruropédieuse, qui ne tient pas très bien. Alors ça fait vraiment... c'était un peu compliqué aussi à supporter pour le bébé. Donc on a décidé, nous, de faire des choses un peu plus simples. Donc on va utiliser, pour les bandages, on utilise 2 élastos, un peu de tensoban, c'est de la mousse en fait très fine, et un peu de Mefix. Donc, oui, pas fixe. Et la contention rigide, au tout début, ressemble à ça, c'est une résine. Donc vous l'avez de profil et de dos ici, enfin une plante de pied. Donc, ce qu'on va vous montrer ici, c'est la façon de faire un petit bandage. Alors, l'idéal, c'est de venir, bien sûr, à Palavas pour le voir sur pied de bébé. On a fait ce montage pour montrer sur le squelette et sur le pied du bébé la façon dont on fait tourner le bandage pour creuser les arches ici, venir chercher le calca par en arrière et ramener le calca, la partie postérieure du calca, vers l'intérieur, pour déroter l'arrière-pied. Mais bon, c'est compliqué à voir sur les images. Donc pour ça que je vous invite à venir. C'est pas compliqué de mettre 2 tensoplast, franchement. C'est une affaire de dosage. Il faut tirer et mettre des tensions
ni trop peu. Et ça, c'est une habitude. Donc voilà comment on place le premier bandage et puis le deuxième qui est juste un petit bandage qui permet d'à nouveau bien creuser les arches et tenir le pied de sorte à ce que le calca ne reparte pas trop en varus, mais sans jamais faire d'éversion ni de pronation, bien sûr. Donc par-dessus ce bandage, on a confectionné une petite résine. Ce que vous allez voir ici, c'est que vous voyez la cuisse, le genou. Le fait d'avoir fait un bandage avant de placer une résine, ça me permet de corriger parfaitement bien le pied. Et vous voyez que je suis en dérotation, que je suis plantigrade, alors que j'ai pas pris le genou. Donc ma correction est vraiment au niveau de la cheville et pas du tout au niveau du pied. Donc ça, c'est clair que c'est pas tout à fait évident à faire. On a des petits défauts qui s'ajoutent. Vous voyez le deuxième orteil qui vient grimper par-dessus le premier. Donc généralement, on va le rabattre ici avec un petit sparadrap ou du duoderme, enfin quelque chose de peu agressif pour lui mettre les orteils bien les uns à côté des autres. Donc il est vrai que ça permet d'avoir une évolution intéressante des résines. On est extrêmement proche de la morphologie du bébé avec ces résines. Et c'est l'inconvénient de ce traitement, c'est qu'on est obligé de les faire venir. Quand ils viennent, en tout cas sur le premier mois de vie, qui viennent 2 ou 3 fois par semaine, on refait systématiquement les résines. Parce qu'on va corriger systématiquement un peu mieux le pied vers une position plus normale. Ça, c'est la résine à peu près au premier mois. Et ça, c'est sur la première année. Voilà l'évolution, comment on arrive à déroter le pied, et toujours sans prendre le genou. Donc, je vais vous montrer quelques... Ça, c'est un plâtre de Ponseti qui est mal fait. Parce que vous voyez comme le pied est parti en pronation, là. On a la hanche, le genou, et le pied, il l'a mis en éversion. Pronation-éversion. Donc ça, c'est totalement interdit dans la méthode Ponseti. Vous créez des pieds plats valgus sur des tendons d'Achille courts en faisant des plâtres comme ça. Donc c'est pas la peine d'en rajouter avec une déformation pareille. C'est ennuyeux. Ce genre de bandage, ça sert à rien. Vous voyez, tout petit, qui prend pas le segment jambier, le pied tourne toujours vers l'intérieur. Ça, alors bonjour, c'est juste une bande velpo. Quand on vous dit, bon, on a fait un bandage au niveau du pied, ça sert pas à grand chose non plus. Et vous remarquerez une chose, il faut faire attention quand on fait un bandage sur un pied. Alors je m'occupe pas d'adultes, mais je pense que c'est un peu le même problème. Si vous prenez pas le pied dans sa globalité, c'est-à-dire que si vous démarrez pas le pied au niveau de la base des orteils, vous allez avoir un œdème de l'avant-pied. Chez le bébé, c'est à peu près systématique. Vous voyez l'œdème de l'avant-pied parce que le bandage est en arrière. Je vous le montre ici, cet œdème, c'est ce pied-là qui vient là uniquement parce que l'élasto est monté trop en arrière là. Ce genre de botte qui sert à peu près à rien et c'est une botte plâtrée, vous allez voir, on refait derrière nous une résine. On est quand même beaucoup plus efficace dans cette position-là que dans celle-là. Obligatoirement, le résultat sera plus intéressant. Vous voyez cette botte en résine où les gens disent voilà, on a fait la même chose qu'à Palavas. Nous, on enlève cette botte en résine et on la met comme ça. Donc, tout dépend de la vélocité et de la facilité à faire des bottes en résine, mais c'est important de savoir bien les faire. Vous voyez cette petite botte en résine, de nouveau, ça sert pas à grand chose. C'est joli le petit nœud là, mais nous, on refait la petite botte en résine et voilà. Donc déjà là, vous voyez pas les orteils, vous en voyez qu'un. Donc on redresse le pied, on le met le mieux possible et on se retrouve avec quelque chose de plus intéressant au niveau correction. Et ça, c'est de nouveau la telle de Denise Brand dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'il n'y a pas les orteils là-dedans. Donc ça veut dire que le pied est remonté, certainement, il a glissé, il est remonté en équin et en varus à l'intérieur. Donc le pied est extrêmement mal positionné là-dedans et vous aurez un mauvais résultat de toute façon. Donc nous, quand un bébé arrive avec ça, parce qu'on a de temps en temps, en été, on a des familles qui arrivent de différentes régions, qui viennent passer des vacances à Palavas parce qu'il y a un centre de rééducation du pied et qui arrivent avec des choses comme ça. Et nous, on leur dit, écoutez, déjà nous, on va enlever la telle de Denise Brand parce qu'on n'en fait pas, on va libérer le bon pied
et on va faire une résine où on voit les orteils. Bien entendu, les parents sont ravis de ce genre de propositions et ont beaucoup de mal à retourner dans l'équipe qui les suit, parce qu'on va leur repositionner de toute façon des attelles de Denise Brown, et ils voudront absolument pas apprendre à faire ce type d'attelle qui est plus efficace pourtant. Mais ça, chacun son truc. Voyez-vous, ici, encore un bandage avec une petite semelle et un bandage qui tient pas grand-chose. Et je vous refais, alors on voit bien que c'est le même bébé. Là, j'ai même pas mis de résine. J'ai juste mis 2 élastos pour tenir le pied. Vous voyez la façon dont c'est positionné, vous avez des résultats qui sont plus intéressants. C'est pour ça qu'on parle dans ce chapitre-là de la précision des contentions. Il faut être extrêmement vigilant et essayer de positionner si à la main, cliniquement, vous avez une bonne correction du pied, ce qui est le cas, c'est pas parce qu'on est champion du monde qu'on a mis le pied comme ça, c'est juste parce qu'il peut le mettre comme ça, le bébé. Donc cliniquement, vous pouvez le mettre dans l'axe, il n'y a aucune raison que votre bandage le mette dans cette mauvaise position. Vous voyez encore une résine faite par nous. Vous voyez la dérotation du pied se fait vraiment au niveau du pied, pas au niveau du genou. Et toujours pas de pronation, bien entendu. Donc ça, c'est les contentions qu'on fabrique à l'atelier d'appareillage à partir du moment où le petit enfant se met debout. C'est vers 11 mois à peu près. Donc il n'a plus les bandages et les résines. Ce sont ces contentions-là qu'il va porter la sieste et la nuit. Et ça va être renouvelé au moins une fois dans la 2e année de vie. Parce que pour nous, à l'âge de 2 ans, on arrête le port des attelles. La méthode Ponseti, ils attendent l'âge de 4 ans. Sur des pieds qui ont des défauts à la marche et qui sont en attente de chirurgie, on peut fabriquer des petits chaussons comme ceci qu'on inclut dans des chaussures très souples comme des Converse, juste pour qu'il ait un maintien pas trop épouvantable du pied. Et parce que les chirurgiens ne souhaitent pas opérer un bébé tant qu'il n'a pas acquis vraiment la marche. Il faut qu'il ait marché depuis au moins 1 mois pour faire une chirurgie vraie du pied. Alors, entre la téotomie d'Achille, je vous disais que ce n'était pas une vraie chirurgie, c'est une petite intervention qui dure 3 minutes. Alors que la vraie chirurgie du pied dure 1 heure à 1 heure et demie selon les chirurgiens. Ça n'a rien à voir. Donc là, je vais vous montrer des évolutions de déformation de pied. C'est 3 exemples entre le pied calcaneus, le métatarsus varus et le pied beau. Donc ça va être un pied calcaneus qui, à la naissance, c'est un pied calcaneus valgus. Vous voyez comment il était déformé. Ça, c'est après 1 mois de traitement. Donc il n'est pas parfait, mais on a quand même pas mal réussi à le redresser. Sur le profil interne, vous voyez qu'on a un profil qui est plus intéressant après 1 mois de traitement. Et c'est surtout le profil externe qui est intéressant à voir. Vous voyez, dans le pied calcaneus valgus, vous voyez, c'est en coche ici. Le pied est vraiment replié en abduction. Et vous voyez, avec ce traitement, on arrive à lui redresser son profil externe de façon extrêmement harmonieuse. Donc ce sont toujours des bandages et des résines. Alors, bien entendu, c'est un bandage qui est inversé par rapport à celui du pied beau, puisqu'on doit mettre le pied dans une position en varus et en équin, contrairement au pied beau. Vous voyez comment il était aussi... On n'arrivait même pas à prendre la photo de la plante du pied. Et là, la plante du pied est quand même beaucoup plus intéressante aussi. Sur un métatarsus varus, vous avez, voilà, après 1 mois de traitement, sur l'adduction du pied. Il reste des petits défauts, donc c'est des bébés qui, à la marche, on leur demandera de porter des chaussures à bord interne rectiligne. Parce que toutes les chaussures des bébés tournent un peu vers l'intérieur. Donc il y a certaines marques comme Kickers ou Babybot qui font des chaussures plus rectilignes et qui sont plus adaptées à nos petites déformations. Donc ça, c'est l'évolution d'un pied beau qu'on va voir jusqu'à la fin de la croissance. Donc à la naissance et après 1 mois de traitement, vous voyez les mêmes images. Alors c'est vrai que pour les parents de voir le pied de leur bébé comme ça à 1 mois,
sans mentir, on a pratiquement 99% des bébés qui sont rectilignes dans l'axe à l'âge de 1 mois, à condition d'avoir démarré dès la naissance sur le traitement. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné le pied, mais ça veut dire qu'on est en bonne position. À 3 mois, vous voyez, c'est le même bébé, bien entendu, où on a obtenu une vraie flexion dorsale. À 1 an, il n'a pas besoin d'intervention, il se met debout comme il faut. À 5 ans, vous voyez un peu la différence de longueur du pied à 5 ans. Vous le voyez ici, son pied beau est un peu plus petit que le pied normal, mais on garde une flexion dorsale qui est sympa. Et voilà à 15 ans, où curieusement, il a rattrapé son inégalité. C'est pas toujours le cas. La plupart du temps, il garde une inégalité entre les deux pieds d'une ou deux pointures, voire plus quand on a des formes extrêmement sévères. La morphologie du pied est très belle. Donc dans notre prise en charge, sur le deuxième grand chapitre, on a l'information des familles qui est importante. Alors on les voit en consultation anténatale. Il faut savoir que c'est une consultation importante et qui est une grande chance pour certains parents de pouvoir appréhender un petit peu le problème qui va arriver à la naissance, durant laquelle nous ferons une consultation néonatale et pendant laquelle on fera l'évaluation des déformations et on leur présentera la mise en place du traitement. Donc en consultation anténatale, l'échographie anténatale ne préjuge pas de la sévérité de la déformation, puisqu'on ne peut pas sortir le pied pour regarder à quel point il est réductible ou non. Ici, vous avez plusieurs échos. Une écho classique, vous avez ici le genou tibial péroné et le pied, vous voyez comment il est tourné vers l'intérieur. Ici, c'est une écho tridimensionnelle, vous voyez un autre pied qui est également par la plante du pied qui est tourné vers l'intérieur. Ici, elle est très parlante, celle-là, parce que vous avez un pied qui est en position normale et celui-ci qui est en position de pied beau varus équin. Donc, quand une famille arrive avec des échos pareils, vous dites, bon, il semble bien quand même qu'il y ait un petit souci. Bon, de toute façon, on attendra la naissance pour vous dire à quel type de pied on a affaire. Est-ce que c'est compliqué ou pas trop? Donc, on va les informer, on leur montre, on a énormément d'iconographie à Palavas, et on va leur montrer à quoi ça peut ressembler à la naissance. Donc, on va essayer de ne pas les affoler, mais il ne faut pas non plus minimiser, parce que vous avez pas mal de médecins qui disent mais c'est rien madame, vous verrez, on les gratouille un peu, sur le premier mois ça revient tout seul. Quand au bout d'1 an ils sont toujours en rééducation, que quelquefois ils ont une intervention pour parfaire la marche, c'est un peu léger comme discours à la naissance. Mais c'est souvent le discours dans les maternités, comme si il fallait surtout pas affoler les mamans, mais quand même nous quand on les prend en soin, c'est d'autant plus compliqué qu'à la maternité on leur a dit que c'était rien. Voilà, on va les renseigner donc sur la prise en charge administrative aussi. Il faut savoir que les grosses déformations, comme le pied beau, sont des prises en charge à 100%, donc ils ont un ALD, c'est les allocations longue durée, tout ce qui concerne le pied sera pris en charge à 100%. Et on va leur dire, il va falloir venir 1, 2, 3 fois par semaine, donc on leur donne les fréquences de venue. Et ce qui leur permet aussi, qui est très intéressant, c'est de venir dans notre institut pour rencontrer d'autres familles. Parce qu'on a 2 magnifiques bureaux, on soigne 3 bébés à la fois. Donc c'est intéressant pour des mamans enceintes qui voient des petits-enfants arriver en courant parce qu'ils sont juste en consultation à la marche, puis d'autres mamans qui sont là depuis 1 mois en traitement. Et vraiment, il y a une ambiance qui est assez sympathique à Palavas et les mamans sont plutôt joviales. Bon, pas le premier jour, hein, il y en a beaucoup qui pleurent. Pendant la consultation anténatale aussi. Alors c'est vrai que je leur dis qu'auparavant, au début où je me suis occupée des pieds beaux, je pleurais avec les mamans parce que c'était terrible. Maintenant que je sais de quoi on est capable, ça va, je pleure plus. Je leur dis, vous verrez, on va faire de très jolies choses. Et ça les réconforte toujours. Quand ils reviennent après l'accouchement et qu'on reparle de cette consultation anténatale, vraiment, ça leur a enlevé un poids quand même important. Donc, à l'accouchement, nous, on va faire une consultation à la maternité
ou dès la sortie de la maternité. Il faut savoir que les bébés actuellement restent sur un accouchement classique par voie basse, ils sortent à J3. Alors J3, on ne compte pas le premier jour de naissance. J1, c'est le deuxième jour. Donc J3, si vraiment ils arrivent à Palavas à J4, ça va. C'est pas grave qu'on ne soit pas passé à la maternité. Mais les parents aiment bien qu'on aille à la maternité. Moi, je me déplace régulièrement pour leur dire ce que j'en pense et éventuellement pour faire une première résine. Ça nous fait gagner du temps. Et c'est vrai qu'ils attendent notre verdict en fait sur la sévérité de la déformation. Donc, comme je dis ici, on va assurer les premiers soins, soit on les reçoit en urgence à Saint-Pierre. Même si on a un planning surbooké, on les recevra à 5h du soir ou à 6h du soir. On a le droit de rester plus longtemps dans nos bureaux pour recevoir les nouveaux bébés. Donc on est disponible 7 jours sur 7 parce que les parents ont nos coordonnées, les maternités ont nos coordonnées et ils peuvent nous appeler. Moi, ils ont mon téléphone portable perso. Je leur demande juste de ne pas me réveiller en pleine nuit parce que c'est flippant, mais autrement ils peuvent nous contacter et tout le long des soins ils pourront nous contacter. Ils m'envoient quelquefois, ils me disent on est inquiet sur la coloration des orteils, ils m'envoient une photo sur mon portable et même si c'est un dimanche, je leur réponds, je leur dis enlevez une partie de la telle ou enlevez tout, ça semble vraiment trop gonflé. Donc c'est très rassurant pour les parents. Donc, on va, pendant ces consultations néonatales, c'est-à-dire dès que le bébé est là, on va aider les parents à gérer leur impuissance devant cette déformation. On va mettre en place une stratégie de coping. Alors, c'est très à la mode ce genre de mot, mais c'est savoir faire face aux difficultés. Et on va leur montrer les différents défauts qu'a ce pied et dans quel sens on va le rééduquer. Donc on reprend tout le bilan de rotation à la naissance, de l'équin, ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce qu'on leur remontre systématiquement selon la déformation à laquelle on a affaire. On va leur montrer la mise en place du traitement et on va leur présenter nos objectifs. Pour que ce bébé soit autonome, puisse marcher normalement, puisse être chaussé normalement. C'est pas quelque chose, c'est une question que posent souvent les parents, c'est est-ce que ça va le retarder à la marche, une telle déformation? En fait, il faut bien avoir à l'esprit que la marche ne dépend pas du pied. Le pied, c'est un élément qui vous relie au sol. Dans l'absurde, vous avez des enfants qui naissent avec des agénésies, c'est-à-dire sans pied. Ils se mettent debout comme les autres, on leur met 2 jolies prothèses et ils avancent. La marche, la verticalisation, c'est un éveil au niveau central. C'est pas du tout au niveau des pieds. Donc, il va falloir leur faire comprendre aussi l'importance du suivi du traitement. Parce que c'est vrai que la telle, les bandages, c'est une espèce de tuteur dans une déformation. Alors, on peut leur parler... même sur des enfants qui sont plus grands à qui il faut remettre une attelle parce que le pied n'est pas parfait, on peut expliquer aux petits enfants en comparant son pied à un petit arbre. Si un arbre est jeune et un peu de travers, on va mettre un tuteur pour le faire pousser un peu plus droit. Quand est-ce qu'on enlève le tuteur d'un arbre? C'est quand on pense que l'arbre est suffisamment enraciné et que il va tenir tout seul. Si jamais, en ayant enlevé le tuteur, au bout d'un an, l'arbre recommence à se tordre, on va lui remettre un tuteur. C'est comme ça que vous expliquez aux enfants pourquoi on va remettre peut-être une attelle à un moment donné, pendant quelques mois, parce que le pied a tendance à repartir dans un mauvais sens. Donc c'est important à expliquer aux parents sur la prise en charge du bébé. Il est clair que les défauts de compliance, alors c'est un mot peut-être que vous entendrez, la compliance c'est la discipline. Des gens qui sont non compliants, c'est des gens qui sont indisciplinés. Et l'observance, c'est essayer de bien observer les indications et les protocoles qu'on leur demande de suivre. Alors, il y a un discours à adopter, pas que pour une déformation du pied, mais quand vous aurez affaire à des personnes qui vont vous dire « Ah, mais ça sert à rien les attelles. Ah, mais moi, je veux plus en porter. »
il faut arriver, au lieu de leur rentrer dedans et de les engueuler, il faut essayer d'adopter un discours de c'est très 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 bien, oui, 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 vous avez raison, moi, si j'étais à votre place, je penserais pareil. Vous voyez, mais vraiment, alors là, vous allez vous retrouver avec des gens, quelle que soit la pathologie, hein, surtout dans la pathologie adulte, rentrer dans ce discours avec quelqu'un, surtout quand vous avez envie de lui péter les dents, vous allez vous dire c'est très 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 bien. Alors déjà, ça va vous calmer, oui. Essayez de faire en sorte qu'il ne voit pas que vous foutez de sa figure, parce que c'est embêtant. Et ça calme tout le monde de rentrer dans le même discours. Donc vous allez jusqu'au bout en disant moi je me poserai les mêmes questions, je pense que j'aurais envie de foutre en l'air aussi ces attelles ou ce traitement, mais voilà, pour l'instant j'ai pas d'autre solution. Alors visiblement vous devez en avoir une solution, donc je vous écoute. Et là vous le mettez en difficulté gentiment, pour qu'il accepte que quand même, bon voilà, il n'y a pas d'autre solution, sauf s'il a quelque chose de miraculeux, on est prêt à les écouter. C'est très important d'avoir un discours apaisant. Et il faut éviter dans votre discours le ne pas. Par exemple, si je vous dis ne pensez pas à la Tour Eiffel, vous pensez à quoi? À la Tour Eiffel. Donc, au lieu de dire dans votre discours ne vous inquiétez pas, pourtant, c'est pas méchant, ne vous inquiétez pas, ça me semble assez gentil même dire ça. Il vaut mieux leur dire, soyez rassurés. Parce que le ne vous inquiétez pas, il y a une raison de s'inquiéter. Vous verrez que c'est assez amusant de travailler là-dessus. Il y a des formations spéciales. On en a eu une il n'y a pas très longtemps, où on a eu un médecin qui nous a formés sur les consultations et comment... parler à quelqu'un, on aurait dit Florence Foresti sur l'estrade, elle était extraordinaire, parce qu'elle refaisait les enfants qui rentraient dans son bureau en jetant les attelles, elle était exceptionnelle. Mais ça vaut le coup de faire un travail là-dessus. Pensez à ce ne pensez pas à la Tour Eiffel, évitez-le. Donc, pour passer au troisième chapitre, c'est comment notre équipe s'organise. Donc, on a un site qui est en rénovation en ce moment sur l'Institut. D'ailleurs, tous les sites sont tout le temps en rénovation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent. Alors, on a la possibilité, nous, de gérer le flux des nouveau-nés, puisqu'on est une dizaine de kinés à s'occuper de ça. On a généralement 3 kinés à la fois qui travaillent à plein temps sur le service. Donc, quand il y en a un absent ou quand il y a trop de bébés, on peut nous déléguer un peu plus de temps de travail de kiné. On a des consultations pluridisciplinaires qui sont répétées. Alors on recueille les données, ça c'est moi qui recueille les données sur tableur Excel. Depuis 1984, j'ai eu le premier Macintosh que mon ex-mari m'a offert. C'était un fou de technologie, Alain Di Miglio. Je pense peut-être il fait des cours encore ici. Et grâce à lui, donc on a eu le premier Mac, c'était quelque chose d'extraordinaire, 128 kilos de mémoire centrale. Vous voyez un peu on n'aurait pas pu rentrer une demi-photo, mais ça permettait de travailler sur Word, Excel. Moi, j'ai travaillé avec le premier Word, le premier Excel et le premier PowerPoint. J'ai appris les classeurs par cœur et j'ai évolué avec les différentes versions qui sont très, très sophistiquées actuellement. Et donc, depuis 84, on rentre tous les noms de tous les pieds-beaux, avec tout ce qu'ils ont eu, quel type de pied c'était. Et on a une base de données qui est considérable et on a beaucoup d'internes qui viennent récupérer des dossiers, des noms de dossiers et des évolutions pour faire leur thèse. C'est très intéressant. Après, dans les soins, il faut que les équipes connaissent leurs limites. Hein, et il faut tirer nos enseignements des résultats qui sont insatisfaisants. Et on doit consolider les acquis thérapeutiques. Ça, c'est en communication importante avec les parents. Et bien entendu, il faut faire des publications pour être reconnu au niveau international. Il faut publier dans des revues chirurgicales. Alors là, moi, j'ai eu cette chance parce que, en étant Madame Di Miglio, c'était publié dans des grosses revues avec le professeur Di Miglio, Frédéric Di Miglio. Après, être kiné et faire des publications, c'est moins commode. Hein. Vous avez peu de grosses revues chirurgicales qui vont prendre votre article, même si c'est très intéressant. Alors qu'avec Alain, on a publié le traitement non chirurgical du pied-beau dans des revues chirurgicales. C'est un peu paradoxal, mais ça fonctionnait très bien. Vous verrez, on a beaucoup de publications.
Donc quand on parle de la gestion du flux des nouveau-nés, je vous disais, on a une chef kiné qui est super, qui s'appelle Marie-Pierre Tambureau. Elle nous couvre systématiquement besoin de kiné. Ce petit schéma, c'est juste pour vous montrer que on n'a pas de saison de bébé. En fait, toute l'année, il y a des bébés qui arrivent, pieds beaux. Et ici, par exemple, au mois de juillet, en 2014, il n'y en a eu qu'un nouveau-né. Alors qu'en 2017, il y en a eu 8. Donc on ne peut pas se baser d'une année sur l'autre pour dire, tiens, il faudra plus de kiné tel mois ou tel mois. C'est pas très fiable. Alors, les limites du traitement conservateur, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut les connaître. Et ce que disait Léonard da Vinci, c'est que la vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse et le jugement difficile. Avec ça, c'est pas très optimiste. Mais bon, malgré tout, quand on a une expérience d'une trentaine d'années, ça nous apporte quand même pas mal de données. Et ça nous permet surtout de dire, bon là, on ne va pas pouvoir avancer davantage avec nos postures d'étirement, il va falloir passer à quelque chose de plus compliqué, peut-être à de la chirurgie au moment de la marche. Alors ça n'enthousiasme ni les parents, ni les bébés. Mais bon, ils sont toujours à l'écoute de ce qu'on dit. Donc il y a une indication à prendre avant la chirurgie. Ça va être un traitement qui est situé entre le traitement kinésithérapique et le traitement chirurgical. C'est le traitement médical. Vous avez entendu parler de la toxine botulinique ou Botox. Donc on a des médecins à Saint-Pierre, on les appelle les médecins piqueurs, qui peuvent pratiquer des piqûres de toxine botulinique. Le seul souci, c'est que l'AMM, ce sont des pieds, généralement, c'est le pied équin spastique chez l'IMC depuis 2 ans. Donc on peut faire des dérogations pour des enfants qui sont ni IMC ni spastiques, c'est-à-dire des pieds beaux avec des muscles qui sont trop puissants. Mais le coup de 2 ans, ça, on peut pas aller en dessous. Donc c'est sur des pieds qui sont un petit peu limites. À l'âge de 2 ans, on peut faire des injections de Botox dans le triceps, dans le tibial antérieur, dans certaines parties de muscles du segment jambier. Et c'est assez intéressant. L'idée qu'on a, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle un PHRC. Ce sont des études qu'on fait en milieu hospitalier pour pouvoir faire quelque chose d'innovant. Parce que je pense que l'avenir pour le bébé du Botox, ce sera dans les 3 premiers mois de la vie. Mais là, il faut trouver des familles qui sont d'accord pour faire ça, alors que ce n'est pas autorisé. C'est toujours un peu compliqué. Mais si on sait que quand on injecte des doses de toxines botuliniques, c'est en fonction du poids de l'enfant et en fonction du muscle que vous allez injecter. Donc sur un bébé, ce serait de toute façon aussi des doses extrêmement minimes. Donc moi, pour un bébé en néonatal, je veux dire peut-être à 15 jours de vie, pouvoir injecter le triceps, le tibial postérieur, le tibial antérieur, c'est-à-dire des muscles vraiment qui nous enquiquinent dans certaines prises en charge parce qu'ils sont très puissants, je suis sûre que ça serait extrêmement intéressant de pouvoir manipuler des bébés qui ont ces muscles qui ont été affaiblis par la toxine botulinique. Et ça nous permet de faire des résines dans de meilleures conditions. Alors bien sûr, il faudrait des kinés qui savent parfaitement manipuler le pied pour pas abîmer le pied. Parce que les bébés, quand ils n'ont plus de défense, vous vous retrouvez avec une force colossale par rapport à eux. Donc il faudrait faire attention, mais c'est certainement une solution d'avenir. Il y a déjà une équipe anglo-saxonne qui a publié là-dessus, qui l'ont fait en Angleterre. Alors qu'on a cette idée depuis très très longtemps, mais bon, en France, ils sont très très frileux pour faire ce genre de choses. Donc, tout petit rappel anatomique pour vous dire qu'est-ce qu'on piquerait comme muscle. On vous rappelle ici, ce sont les insertions des muscles inverseurs sur la face plantaire. Fléchisseur plantaire, inverseur, vous voyez, il y en a un paquet, hein. Et sur les muscles éverseurs, sur la face dorsale, vous avez juste ces insertions-là. Donc là, c'est le tibial postérieur. Alors lui, on dit qu'il est le chef d'orchestre de la déformation parce qu'il a 7 insertions dans le médio-pied, le tibial post. Et il est assez rétracté et il tire le pied en équin en varus surtout.
Vous avez le tibial antérieur qui s'insère sous le premier cunée, sous le premier méta, qui est très inverseur également, et qui tire le pied aussi en varus. Le tendon d'Achille, bien entendu, qui est court et qui tire le pied en équin et en varus. Alors, ce qui est releveur et verseur, vous avez le court fibulaire et le long fibulaire quand même qui redresse le pied. Mais vous voyez déjà au niveau des insertions tendineuses, on a quand même assez peu de muscles qui nous redressent le pied, quoi. Mis à part les fléchisseurs des orteils et les releveurs, bien entendu. Parce que ceux-là, on les annule, puisqu'il y en a autant d'un côté que de l'autre. Mais vous voyez que le pied a plutôt tendance quand même à se mettre en équin et en varus. D'ailleurs, dans toutes déformations neurologiques, quand vous avez un hémiplégique, dans quel sens il part le pied? Il part en équin et en varus. Parce que ce sont ces muscles-là qui sont les plus puissants dans le pied, et dans le problème neurologique, ils restent puissants. Alors, traitement chirurgical, vous demanderez au professeur Di Meglio de vous en parler. Mais il faut savoir passer la main au bon moment. Nous, on a la chance de travailler avec des chirurgiens qui sont à l'écoute de ce qu'on ressent. Donc, on a l'équipe du professeur Cotalorda, qui est le successeur d'Alain Di Meglio à la Péronie, et l'équipe du docteur Dequet, à la clinique Saint-Jean. Sont deux équipes différentes. On a la chance d'avoir des chirurgiens excellents des deux côtés. Les parents peuvent choisir donc le système hospitalier ou le système de la clinique. Et des deux côtés, ils prennent notre avis pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire en chirurgie. Ce qui est quand même hyper rare. Hein. Je peux vous dire qu'un chirurgien demande l'avis à un kiné pour faire un geste chirurgical, vous n'en verrez pas souvent. Donc notre but, le premier, c'est réintégrer le talus dans la mortaise tibio-tarsienne. C'est quand on dérote le bloc calcanéo-pédieux et qu'on commence à faire un peu de flexion dorsale. Si on n'y arrive pas, c'est là qu'on fait une théotomie d'Achille vers l'âge de 3 mois ou 4 mois. Le but suivant, c'est d'obtenir une vraie flexion dorsale, clinique et radiologique. Là aussi, il peut y avoir donc une théotomie d'Achille ou un vulpius. Ce sont des chirurgies différentes. Et toute cette prise en charge, ça permet d'éviter ou de réduire considérablement un geste chirurgical au moment de la verticalisation. Donc actuellement, depuis on va dire presque 20 ans, on fait à la verticalisation, il reste encore 11% de chirurgie, vous verrez, et ça reste un geste très minimal puisqu'il y a juste un temps postérieur. Le temps postérieur, c'est une ouverture que je vais vous montrer en arrière au niveau du segment jambier, et un hémitransfert du tibial antérieur. Ici, je vous montre ce que c'est que la théotomie percutanée du tendon d'Achille vers l'âge de 3 mois et ce que ça donne. Voilà, avant, après. Alors, c'est vraiment magnifique. Vous voyez ici un pied qui ne vient vraiment pas, qui reste en varus, qui est assez moche, même derrière. Et vous voyez, ce pli postérieur signe la rétraction du tendon d'Achille. La théotomie percutanée, elle se fait à 2 niveaux. Vous voyez un petit point ici et un petit point là. Et vous avez vu comment le talon ici a repris une place quand même plus intéressante. Alors, il faut comprendre les deux incisions. Vous avez le tendon d'Achille ici. Le chirurgien insère le tendon d'Achille à moitié en haut et de l'autre côté à moitié en bas. Et à cet âge-là, les fibres du tendon d'Achille vont glisser entre elles et permettre un petit allongement qui va être de 3-4 mm. Et ça va être suffisant pour faire ouvrir ce pli postérieur et donc allonger un petit peu le tendon d'Achille. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça nous donne quand même beaucoup plus de chances de ne pas avoir d'intervention au moment de la marche, ce genre de petite chirurgie. Un pied qui reste comme ça, il aura obligatoirement de la chirurgie au moment de la marche, parce que vous n'arriverez pas à le libérer. Donc la chirurgie au moment de la marche, vous avez un temps postérieur. Alors je vous ai évité les photos gore avec tout ouvert, c'est pas la peine. Le chirurgien se régalera de le faire. Donc ça, c'est la cicatrice en fait pour le temps postérieur, par lequel on ouvre vraiment donc la peau. On va chercher la gaine du tendon d'Achille, on ouvre la gaine du tendon d'Achille, on fait des plasties en Z au niveau du tendon d'Achille,
qui permet des vrais allongements, c'est pas des toutes petites encoches comme ça. On allonge le tibial postérieur par là, on peut allonger les fléchisseurs, le fléchisseur propre du pouce, généralement ils allongent aussi. Et en avant, vous avez deux petites cicatrices ici. Celle-ci permet d'aller désinsérer la moitié du tibial antérieur, donc qui se situe, je vous rappelle, au niveau de la tête du premier méta et le premier cunné, à cet endroit-là. Donc on désinsère la moitié, et cette moitié, on va venir la réinsérer ici au niveau du trajet des releveurs, au niveau du troisième cunné à peu près. Ce qui fait que le tendon tibial antérieur, en tout cas le muscle, quand il va se contracter, le tendon qui est finalement comme un V à l'envers ici, il va tirer le pied de façon beaucoup plus rectiligne. Plutôt que de le tirer vers en haut et en dedans, il va le tirer de façon à faire une flexion dorsale pure. Et donc il va nous aider à mieux tenir le pied. Parce qu'à la marche, quand vous avez un tibial antérieur qui tire trop, à chaque pas, le bébé remet son pied vers l'intérieur, c'est très gênant. Donc ça, c'est une très bonne intervention. Alors on fait un hémitransfert du tibial antérieur. Pourquoi? Parce que le tibial antérieur, il sert quand même à tenir l'arche interne du pied. Donc si vous le transférez totalement, vous pouvez avoir un effondrement de l'arche interne, ce qui donne un très mauvais résultat. Non. Non, non. En fait, on a sur le pied beau, les chirurgiens ont remarqué qu'il y avait un défaut d'insertion du tibial antérieur qui est très en arrière en fait. Et finalement, on rétablit un peu l'équilibre et en faisant un peu une correction un peu exagérée, mais ça lui va bien. Elle est magnifique cette intervention. Ce transfert-là, il est très simple, très facile à faire, parce que vous ne rentrez pas dans l'articulation. Vous êtes sur le coup de pied, ça passe sous la peau. Vous avez vraiment aucun souci après de raideur intra-articulaire puisqu'ils ne sont pas rentrés dans les articulations. Et c'est vraiment de très jolis résultats après. Alors, oui, il y avait ça. Donc, on doit tirer les enseignements des résultats insatisfaisants. On va adapter notre prise en charge à la situation familiale, leur situation géographique. Et c'est vrai qu'on n'est pas nous complètement enfermés dans un protocole. On essaye de faire en sorte de gérer. Bon, il faut gérer les cinglés aussi qui suivent rien du tout parce que il faut que vous essayiez de garder à l'esprit que vous soignez un petit bébé. Il n'est pas responsable du côté cinglé des parents. Donc on s'adapte vraiment à la situation pour pouvoir s'en occuper. Il faut en effet prévoir le degré de saturation des familles. Et donc ce que je vous disais, on sort un peu des protocoles établis en accord avec l'équipe médicale et chirurgicale pour que le bébé ne soit pas perdu de vue. Il n'y a pas pire qu'un bébé perdu de vue qui vous revient en boomerang quand même à la marche avec un pied complètement tordu qui sera compliqué à opérer et qui aura un mauvais résultat même post-opératoire, qui peut avoir des reprises multiples au cours de la croissance parce qu'il n'a pas été correctement pris en charge avant la verticalisation. Donc on va consolider les acquis thérapeutiques, c'est-à-dire qu'il faut trouver une solution, ce qu'il y a écrit sur le t-shirt de cette petite fille, avant que mes seins ne poussent, il faut trouver une solution. Et donc on va essayer d'optimiser la préservation des résultats. Ça sont des protocoles qu'on nous inculque au niveau de la prise en charge. On organise les suivis réguliers et on reconvoque les parents pour un suivi à long terme. Ce que je vous disais tout à l'heure, oui, c'est une pépinière de publication à disposition pour les internes essentiellement. Donc ça, c'est l'évolution du traitement. Chaque fois qu'on fait des publications, il faut au moins 3 ans de recul sur la prise en charge et sur l'âge du bébé. Il faut qu'il ait au moins 3 ans. Donc la dernière publication qu'on a faite, c'est en 2016, c'est en novembre 2016. Ici, il n'y a plus que 11% de pieds qui sont opérés. Vous voyez comment la chirurgie a changé au fur et à mesure qu'on a précisé notre traitement. Là, actuellement, franchement, après 30 ans de prise en charge, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire de mieux. Maintenant, j'attends vos idées, hein. Vous êtes la jeune génération. Et à part l'utilisation du Botox, qui pourrait être vraiment un changement extraordinaire,
Je vois pas très bien au niveau prise en charge et précision de tout ce qu'on fait. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Donc, on a vraiment pu montrer que non seulement on a diminué le nombre de pieds opérés, mais en plus le geste chirurgical a été plus simple pour les chirurgiens. Les chirurgiens, on a cette chance aussi à l'Institut, ils nous aiment bien parce qu'en fait, quand ils ont un pied à opérer, il n'y a pas beaucoup de défauts et ils ont d'excellents résultats. Et quand même, un chirurgien, son bonheur, c'est d'avoir de très bons résultats en post-op. Donc, ils nous aiment bien. Ça, c'est la quantité de publications qu'on a faites. Mais les dernières publications, c'est le résultat que je vous ai donné avec 11% de pieds opérés. Et on a sorti en 2017, c'était dans l'EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale. Je ne sais pas si vous avez un abonnement ici à l'école de kiné. Parce qu'il faut avoir un abonnement. Moi, je peux vous passer éventuellement le texte. Je pense qu'ils l'ont à l'IFMK. Mais il y a des liens. Maintenant, quand vous publiez dans l'EMC, ils ont des liens Internet. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas abonné, vous allez cliquer sur le lien et vous n'aurez pas la vidéo pour vous montrer comment on fait le bandage, comment on fait les résines. Mais déjà, si vous pouvez lire l'article, c'est sur un traitement précoce du pied beau. Entre consensus et désaccord, c'est parce que l'EMC m'a demandé d'écrire un article sur la prise en charge du pied beau. Ça voulait dire qu'il fallait que je traite toutes les prises en charge au niveau international. C'est pour ça que j'ai dit ok, on va faire ça, mais on va dire voilà, on est d'accord sur tout ça et on n'est pas d'accord sur d'autres choses, notamment sur les contentions ou sur la durée de port des attelles. Et il est assez chouette l'article. Donc voilà, en conclusion, on va retenir que quelle que soit la méthode appliquée, que vous choisissiez du Ponseti ou d'une méthode fonctionnelle pure ou une méthode mixte comme ce que nous faisons, on dit que s'il y a de terribles déformations et de petites malpositions, il n'y a pas de petits traitements, il n'y en a que de grands s'ils sont efficaces. C'est la philosophie qu'il faut garder en tête. Je crois que elle est adaptable à toutes les pathologies. Il faut être efficace. Voilà, c'était tout. Je vous remercie de votre attention et je continue à vous solliciter pour venir dans notre centre. Moi, c'est sur les étudiants de Montpellier. Alors on précise Montpellier parce que après on a l'Espagne qui arrive, ils sont très envahissants. Mais les étudiants de Montpellier sont privilégiés. C'est-à-dire que si quelqu'un m'appelle en me disant voilà, je suis étudiant en 4e année, alors il faut qu'il soit un peu avancé en effet dans les études. J'aimerais venir passer 1 heure ou 2 ou une matinée avec vous. C'est vraiment open, l'hôpital. C'est un très joli endroit. Choisissez pas cette semaine, là, peut-être vendredi, ce serait bien, mais voilà. C'est d'autant plus intéressant pour rentrer quelque chose dans la tête que de voir un peu comment ça se passe. Voilà, est-ce qu'il y a des questions après? Vous avez tout compris. Alors ce document, ils l'ont pris sur une clé USB, hein, et autrement si quelqu'un veut le copier directement sur l'ordinateur, je l'ai mis là sur le bureau de cet ordinateur. Voilà, merci beaucoup. Hop. Zou. C'est vraiment